Et tous, on va reprendre la suite de ce cours. Donc, le cours précédent, nous avions vu donc les alcanes très rapidement et la majorité des réactions avec les dérivés halogénés. On avait vu ensemble les réactions de substitution de nucléophiles, SN1 et SN2. Il nous reste à traiter sur ce chapitre des réactions d'élimination. Alors, les réactions d'élimination ont lieu, on vous dit, lorsqu'un dérivé halogéné, donc lorsqu'un carbone porteur d'un halogène, a sur son voisin, donc ce qu'on appelle le carbone alpha. Donc vous voyez ici, vous avez un carbone CX qui porte en tant que voisin un hydrogène. Donc carbone alpha, c'est le carbone voisin. Vous voyez, la réaction a lieu lorsqu'un dérivé halogéné possède un hydrogène sur le carbone alpha. Et si vous avez une base forte. Alors, souvent, en TD, je vous écrirai base forte ou tout simplement milieu concentré. Normalement, on aura vu ça en TD, parce que vous avez eu le cours juste avant le TD, donc j'aurais réexpliqué tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir évidemment sur ces deux carbones, côte à côte, un HX. Alors, on va faire partir un HX, alors c'est pas exactement comme ça, vous allez voir, on va utiliser une base, mais vous allez pouvoir en fait partir de cet halogéno-alcane à un alcène. On vous dit que c'est une excellente méthode de préparation des alcènes, il y en a d'autres, voilà, c'en est une. Une petite slide pour vous dire juste que comme pour la réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, le mécanisme qui a lieu en fait est concerté, c'est-à-dire qu'il est en une seule étape. Vous avez plusieurs choses qui se passent mais en une seule étape. Ce petit schéma-là, je l'ai pris d'internet, il n'est pas très très joli. Pour vous expliquer cela, l'élimination, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Sur votre molécule, on vous a dit, alors regardez bien cette molécule-là, vous avez 1, 2, 3, 4 carbones. Sur ce carbone-là, on porte un halogène, ici votre brome. Et on vous a dit tout à l'heure que s'il y avait un hydrogène, au moins un hydrogène sur un carbone adjacent, un carbone alpha, vous pouviez faire une réaction d'élimination. Et si vous regardez ce carbone-là, qu'est-ce qu'il a comme carbone voisin? Il a ce carbone-là et ce carbone-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup des carbones alpha. Évidemment, sur ce carbone-là, vous avez 2 H, mais on n'en a montré que 1 parce que on en a besoin que d'un. Et évidemment aussi sur ce carbone-là, c'est un CH3 ici, mais on en a sorti un, on en a montré un seul parce qu'on n'en a besoin que d'un. Donc en réalité, vous pouvez faire votre réaction d'élimination à partir de cet hydrogène-là sur ce carbone alpha ici, ou cet hydrogène-là sur ce carbone alpha ici. Donc comment est-ce que je vous ai dit que ça se formait? Vous avez une base. Alors souvent, on utilisera NaOH, KOH, des choses comme ça. Donc ce sera souvent du OH- ici, sauf erreur de ma part, on l'aura fait en TD. Donc votre base, elle peut venir arracher un hydrogène, donc l'hydrogène en alpha ici, ou l'hydrogène ici en alpha. Si on regarde le premier cas, c'est-à-dire si vous faites votre réaction d'élimination en suivant les flèches bleues, vous allez venir arracher votre hydrogène. Donc ça, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire que vous allez prendre juste le H. Ce qui veut dire que les électrons de la liaison ne peuvent pas se retrouver tout seuls, ils vont venir se rabattre ici sur votre liaison à côté. Alors pas de ce côté-là parce qu'au final, vous avez un CH3 ici et vous aurez un carbone à 5 pattes. En fait, l'avantage de pouvoir rabattre ici, c'est que vous allez pouvoir faire partir votre halogène. D'accord ? Vous voyez avec votre base, vous venez attaquer votre H, les électrons se rabattent et vous faites partir votre brome. Donc c'est bien ça. Vous voyez ici sur cette liaison simple ici, vous avez la liaison qui vient se rabattre, se refermer, donc vous allez former ici la liaison 2. A l'inverse, vous avez votre base qui peut venir arracher cet hydrogène-là, qui est sur le carbone alpha, même chose. La flèche n'est pas exactement bien placée, mais ce sont les électrons de la liaison qui se rabattent sur cette liaison-là, donc vous voyez pour former la double liaison ici. Et même chose, votre brome qui est éjecté. Donc vous formez soit cet alcène-là, soit cet alcène-là, avec du BH, parce que le B est venu arracher un H, et vous libérez un brome moins. Faites attention en chimie organique, si vous avez des milieux qui sont neutres à gauche, ils doivent être neutres à droite, etc., etc. Là, vous voyez, en fait, vous faites réagir une molécule neutre et un anion. Donc, à droite, vous devez avoir des molécules neutres et un anion. C'est bien ce qu'on a là.
Évidemment, dans votre milieu, vous avez toujours des contre-ions. Par exemple, ici, vous pouvez avoir du Na+, ce qui veut dire qu'à la fin, vous pouvez former Br- plus Na+, et donc avoir du NaBr. C'est ce qu'on a fait en TD. Voilà. C'est pas si grave. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer des contre-ions si on ne vous les donne pas. Là, c'est vraiment pour vous expliquer la réaction. Vous formez donc deux alcènes. Ici, cet alcène 1 en bleu et cet alcène 2 en rouge. Expérimentalement, on vous dit c'est ce composé-là qui se forme majoritairement, préférentiellement. Pourquoi? Bon, il y a eu différentes études en laboratoire, des études thermodynamiques, théoriques, et c'est cet alcène qui se forme préférentiellement, tout simplement. Alors pourquoi? Si vous regardez cet alcène, ici, on va s'intéresser en fait à tous les substituants que portent les deux carbones de votre alcène. Ce carbone-là, si vous regardez bien, il porte un CH3 et un H. Ce carbone ici, il porte également un CH3 et un H. On va compter comme substituant tout ce qui n'est pas un H. Donc, on ne va pas compter vos deux H ici, mais en fait, si vous regardez bien, vous avez un substituant ici et un substituant ici. Donc, sur la totalité de vos deux carbones, vous avez deux substituants. Même chose ici, si vous regardez cet alcène ici, vous avez une chaîne CH2CH3 ici, un H ici, et de l'autre côté, vous avez un H ici et un autre H ici. Donc si vous regardez toute votre molécule, vous n'avez qu'un seul substituant, cette longue chaîne ici. Le reste, c'est que des H. Et donc, vous avez un substituant sur cet alcène-là, deux substituants sur cet alcène-là. Donc c'est cet alcène-là qui sera le plus stable. On vous dit, l'alcène qui a le plus de substituants, donc alkyle parce que ce sont des substituants de type alcane, sur les carbones sp2, donc les carbones sp2 ici de votre alcène, ça devrait aller, sp2 parce que c'est une double liaison, ça a été vu normalement en atomistique, c'est le plus stabilisé. Donc ça c'est ce qu'on appelle la règle de Zaïtsev. La règle de Zaïtsev vous dit tout simplement que l'alcène qui va se former majoritairement, c'est l'alcène le plus stable et donc le plus substitué. D'accord? Ça, c'est une première règle à savoir. Vous allez voir sur le chapitre suivant sur les alcènes, vous allez avoir cette règle de Zaïtsev qui va revenir. Si plusieurs alcènes peuvent se former au cours de l'élimination, c'est l'alcène le plus substitué qui est obtenu préférentiellement. C'est ce qu'on vous dit juste là, et c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est tout pour les alcènes. Évidemment, pour les alcanes, pardon, sur l'élimination. Évidemment, si je vous demande d'écrire tous les produits, vous pouvez m'écrire les deux alcènes et me dire majoritaire, minoritaire, avec les sous-produits évidemment. Alors moi, bien souvent, je les oublie, les sous-produits. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les produits principaux qu'on forme ici. Si je vous demande de m'écrire que le produit majoritaire, vous ne m'écrivez que ça, en me justifiant. Alors, soit je vous dis de m'écrire tous les produits et de me dire justifier lequel est majoritaire. Donc là, vous me dites, la règle de Zaïtsev nous dit que l'alcène le plus stable est majoritaire, et l'alcène le plus stable, c'est celui qui est le plus substitué. Voilà, etc., etc. Donc c'est tout pour l'élimination. On va passer... Voilà, merci. On va passer aux alcènes. Alors, les alcènes, vous allez voir, c'est vraiment un chapitre. On va peut-être pas avoir le temps de le traiter en totalité, on va essayer. C'est un chapitre où vous allez avoir beaucoup de... comment dire, de nouvelles notions, alors parfois des réactions à apprendre par cœur. Donc c'est pas le côté que je préfère dans la chimie organique. Les mécanismes, c'est très important pour comprendre, plus que apprendre par cœur. Voilà, les mécanismes. Vous avez un petit peu le déroulement de la réaction, d'accord. Parfois, il y a des réactions où vous ne donnerez pas le mécanisme parce que tout simplement, ce sont des mécanismes qui sont vus plutôt niveau master, des choses comme ça, et donc qui n'ont pas leur place actuellement en première année. Sur les alcènes, on va commencer par quelques propriétés physiques. Les alcènes, donc, on vous dit, ce sont des hydrocarbures, on appelle ça aussi des oléfines acycliques, parce que principalement, on va travailler sur des alcènes qui ne seront pas cycliques. Ils possèdent une double liaison et leur formule générale, c'est du CnH2n. Donc ça veut dire simplement, si vous avez deux carbones, ça vous fait du C2H4. Juste une petite introduction. Petite chose, voilà, au passage également, les températures d'ébullition des alcènes sont inférieures, un tout petit peu plus inférieures à ceux des alcanes. Si par exemple vous avez du butane et du butène, eh ben, le butène va s'évaporer un tout petit peu plus vite que le butane. Voilà. On vous parle ici le retour, ce qu'on a vu à l'instant, à la fin du cours sur les alcanes.
quand on formait des alcènes, le retour de la règle de Zaïtsev, très importante. On vous dit, la règle de Zaïtsev vous dit l'alcène le plus substitué est le plus stable. Voilà, donc là il manque une petite parenthèse. Tac, voilà. L'alcène le plus substitué, on peut aussi dire le moins hydrogéné, donc c'est-à-dire que plus il y a de substituants, moins il y a d'hydrogène, ça revient au même, et le plus stable. Si vous regardez ici vos trois alcènes, qu'est-ce que vous avez? On va commencer par celui-ci. C'est cet alcène-là, donc vous avez 2 carbones ici, on va remettre le petit pointeur qui est plus visible. Vous avez 2 carbones ici. Sur ce carbone, vous avez ici un isopropyle. Alors voilà, donc ça c'est juste la nomenclature. En gros, vous avez une chaîne alkyle, un substituant. Ici, vous avez un H, et sur l'autre carbone, vous avez un H ici et un autre H ici. Je vous rappelle, hein, ici votre carbone fait 2 liaisons par là, ça veut dire qu'il a 2 autres H dessus qu'on n'a pas écrit. Cette molécule-là, même chose, ici ce carbone-là va avoir 2 H sur lui, et ce carbone-là, vous voyez, il y a une chaîne ici éthyle et une chaîne ici méthyle. Vous avez 2 substituants. Ici vous en aviez un seul, et de ce carbone-là, il y a un seul substituant. Sur ces carbones-là, vous avez un substituant ici, un H, un autre substituant et un troisième substituant. Donc si vous comptez, vous avez un substituant, 2 substituants, 3 substituants, et donc la stabilité va être croissante par rapport au nombre de substituants que vous avez. Ou si vous regardez, on vous disait le moins hydrogéné, ici vous avez un seul hydrogène, ici vous avez 2 hydrogènes, ici vous avez 1, 2, 3 hydrogènes. Donc ce sera le plus hydrogéné qui sera le moins stable. Si après tout ça, vous avez la... Alors vous voyez, hein, c'est la même formule brute, mais c'est pas la même molécule. Donc ça c'est important de voir lequel sera le plus stable. Et si entre deux formes, c'est-à-dire que pour la même molécule, si vous avez des isomères de position, c'est-à-dire que là vous voyez en fait vous avez la même molécule, le seul souci c'est que si on regarde la double liaison, ici vous avez CH2CH3 H vers le bas, donc ça change pas, CH2CH3 H vers le bas. Par contre sur le côté gauche vous avez CH3 vers le haut, CH2CH3 vers le bas. Et ici si vous regardez vous avez CH2CH3 vers le haut et CH3 vers le bas. Alors attention, quand je dis vers le bas, c'est pas devant ou derrière le plan, hein, parce qu'un alcène est plan quoi qu'il arrive. Vos 4 liaisons ici, qui partent de l'alcène, sont dans le même plan. Ce que je veux dire, c'est juste que ici ça part au-dessus de la double liaison, et ici ça part en dessous. Si vous regardez ça, vous avez donc ce qu'on appelle des alcènes trans ou cis, ou alors E ou Z, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'alcène E, c'est l'alcène où, si vous tirez un trait, en fait, ici, vous voyez, vous tirez un trait tout le long de votre liaison alcène, et vous regardez vos par carbone le plus gros substituant. Donc sur ce carbone-là, le plus gros substituant, c'est celui-ci. D'accord ? Et sur ce carbone-là, évidemment, c'est celui-ci. Et si vous tirez un trait ici au milieu de votre alcène, vos 2 plus gros substituants sont de chaque côté ici de ce plan, hein, de ce trait que je trace, ce qu'on appelle un alcène E. Entgegen en allemand. Alors faites attention, E, justement, c'est pas ensemble, ils sont de part et d'autre du plan. A l'inverse, si vous tracez un trait ici sur votre alcène, si vous faites passer un plan en fait, perpendiculairement à votre écran, vous voyez que les 2 plus gros substituants de chaque carbone sont du même côté de cette ligne, donc ce qu'on appelle zusammen, Z en allemand. Et donc, par définition, évidemment par travail, hein, il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus, votre alcène E sera plus stable que votre alcène Z. D'accord ? Voilà, alcène E plus stable que Z, et ensuite le plus substitué plus stable que le moins substitué. Une slide avec plein de textes, très peu de choses à en retenir. On vous dit juste que le double liaison est un site qui est très réactif. Si vous avez des doubles liaisons dans vos molécules, sachez qu'il y a de grandes chances que ça se passe ici. Alors il y a 2 grands modes opératoires qui peuvent se produire. On vous dit que la double liaison, on dit que c'est un caractère insaturé, c'est ce que je vous ai dit dans le cas des alcanes au tout début. Les alcanes sont des molécules saturées, les alcènes sont des molécules insaturées, parce que la double liaison, on appelle ça aussi une insaturation. Donc, vous voyez, en fait, dans la vie, hein, il y a des acides gras saturés et insaturés, on en parle beaucoup. Et ben, les acides gras saturés, ce sont des acides gras qui n'ont pas de double liaison. Les acides gras insaturés sont des acides avec des doubles liaisons dans la molécule. La liaison pi. Alors évidemment, j'espère que vous vous rappelez ou que vous avez vu dans vos cours d'atomistique, liaison simple, c'est une liaison sigma, liaison double, vous avez une liaison sigma, une liaison pi. Et la liaison pi, qui compose votre double liaison, elle est très faible en énergie. Ça veut dire que vous pouvez, elle n'est pas facile, elle n'est pas difficile justement à détruire. Plus quelque chose est faible en énergie,
moins vous avez d'efforts pour le détruire. Il faut toujours apporter plus d'énergie pour détruire quelque chose qui est créé. Donc si elle est faible en énergie, vous avez peu d'énergie à lui apporter. Et évidemment, hein, votre double liaison, c'est un site qui a une très très grande densité électronique. Vous avez beaucoup d'électrons à cet endroit-là, donc ça va être capable, on vous dit, hein, d'attaquer un réactif électrophile, donc un réactif électrophile qui aime les électrons, donc ça veut dire un site qui est plutôt delta+, voire même une charge plus, un site qui va manquer d'électrons. Toujours la même chose, hein, la flèche va du moins vers le plus, donc de la forte densité électronique, plutôt delta-, vers un réactif électrophile, plutôt delta+. Ça, c'est pour ce qui concerne, vous allez voir, il y a deux grandes parties à ce cours, on va dire 2 grandes parties et demie. La première partie, on va voir toutes les réactions, ce qu'on appelle d'addition, et la deuxième partie, la réaction d'oxydation. Et on vous dit, vous voyez, lors de certaines réactions, en particulier les oxydants, la double liaison constitue un point vulnérable de la chaîne carbonée et peut conduire à la coupure entre les deux carbones sp2. Donc ça veut dire que si vous avez un carbone, par exemple ici, 2 carbones sp2, certaines conditions font que ça va être le point faible de votre molécule et vous allez pouvoir la couper ici, en plein milieu. On verra ça en toute fin de chapitre. Les additions. Comment ça se passe? Donc les additions, c'est vraiment la première grande partie de ce chapitre. Les additions, comment ça se passe? Vous avez au départ un alcène, ensuite vous allez lui ajouter une molécule AB, et vous voyez en fait que sur chaque carbone, vous allez ajouter A et B. Vous voyez, sur ce carbone-là, on a ajouté A, sur ce carbone-là, on a ajouté B. Vous avez cassé votre liaison AB, et vous avez cassé votre liaison pi de la double liaison. Vous n'avez plus que la sigma ici. Donc, les additions, ça consiste en quoi? Vous allez casser la liaison pi, casser la liaison sigma ici, mais en cassant ces deux liaisons, vous avez la possibilité d'en former 2 nouvelles, et ce sont les 2 sigma, Ca et Cb. Voilà, donc ça c'est vraiment la généralité, c'est pas très très important. On va voir son application tout de suite sur le premier cas d'addition. Alors, première addition, l'hydrogénation. La réaction d'hydrogénation, vous avez le dihydrogène. Alors vous partez ici de votre alcène, et on vous dit que cet alcène, quand vous lui mettez du H2 et un catalyseur, ça on y reviendra, mais un alcène plus du H2, ça va vous donner, vous voyez, vous allez enlever votre liaison pi, il ne vous restera plus que la liaison sigma, et vous allez casser la liaison entre les deux H, et vous allez pouvoir faire la liaison CH, CH. Vous voyez, les H2, les deux H ici, ils sont mis sur chaque carbone ici. C'est une réaction en fait qui réellement, vous passez d'un alcène à un alcane, c'est une réaction qui ne peut pas être faite spontanément. Si vous mettez un alcène et du dihydrogène, la réaction ne va pas se faire. Il vous faut ce qu'on appelle un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui va aider la réaction, mais au final, au bilan de votre réaction ne va pas être consommé. D'accord ? Les catalyseurs sont là pour amorcer une réaction, l'aider, etc., etc. Les catalyseurs, souvent c'est des métaux, et on vous dit en hydrogénation, les principaux métaux utilisés sont le palladium, le platine et le nickel. Donc si vous voyez souvent un alcène H2, PD, PT ou Ni, c'est que vous faites une réaction d'hydrogénation. Une petite spécificité sur cette réaction d'hydrogénation. Ce que je vous disais tout à l'heure, un alcène ici, vous ne pouvez pas, comme à droite ici vous avez un alcane, ici sur un alcène vous ne pouvez pas dire qui est réellement devant ou derrière. D'accord ? Parce qu'en fait, toutes les liaisons qui partent des carbones sp2 sont dans le même plan. Vous voyez ici, ça, c'est dans le même plan. Imaginez que cette molécule donc est dans le plan de votre écran. Si vous avez votre H2 qui vient se fixer dessus, d'accord, et qu'on fait basculer ça de 90 degrés, en fait, vos H2 vont venir par-dessus ici, d'accord, et vous allez renvoyer du coup vos groupements devant et derrière le plan. En fait, c'est comme si ici on regardait la molécule du dessus, et c'est comme si ici on la regardait de côté. Ce qui va se passer, c'est que quand vous m'écrivez cette réaction avec le dihydrogène, vous allez avoir vos deux H qui vont se mettre du même côté. Vous voyez, comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas... Là, vous écrivez H, C, C, H. Vous ne pouvez pas écrire H, C, C, H vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que, par rapport à cette liaison-là, il faut qu'il soit du même côté de la liaison. Ça, c'est une réaction qu'on appelle, donc c'est une syn-addition, donc c'est-à-dire addition du même côté. Et c'est ce qu'on appelle une réaction stéréospécifique. Alors, stéréospécifique. Pourquoi? Parce qu'au tout début, évidemment, sur les alcènes, vous n'avez pas de carbone asymétrique, parce que vous avez une double liaison ici.
à la fin, si R et R' sont différents, vous avez ici 2 carbones asymétriques. Vous voyez, chaque carbone fait 4 liaisons différentes. Et en fait, le fait d'arriver avec les H au-dessus, vous n'allez forcer qu'une seule des 4 configurations spécifiques. Ce que je vous rappelle, une molécule qui a 2 carbones asymétriques, vous avez 4 isomères possibles. On pourrait avoir le RR, le SR, le SR, non, le RR, le SS, le SR et le RS. Voilà. Ici, vous allez forcer la molécule à adopter une seule configuration. Vous aurez, selon R et R', évidemment, le RS, le SR, le RR ou le SS. Mais uniquement celle-ci. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elle est stéréospécifique, c'est que vous allez avoir spécifiquement une seule stéréochimie fixée pour votre molécule. Stéréospécifique. Ça, c'était le cas de l'hydrogénation. La réactivité des alcènes en général, on va parler des additions. Vous voyez, hein, l'addition, c'est un petit peu... Là, c'est la même chose, c'est une réaction d'addition. Hein. Vous rajoutez du H sur votre molécule. Là, vous voyez, vous allez avoir la même chose. Au milieu des H, ici, vous avez AB, et vous allez mettre un A et un B de chaque côté. Alors, comment ça se passe, ce type d'addition? Vous avez votre alcène, ce que je vous ai dit, qui est plutôt delta-, parce qu'il y a beaucoup d'électrons. Et en fait, là, je ne l'ai pas écrit, mais on verra par la suite. Hein, souvent, votre molécule AB, il y a un delta+, delta-, et souvent votre delta+ va être sur le A ici. Ce qui vous permet en fait d'avoir une flèche qui part du delta- ici vers le delta+, on va libérer le B, et ça vous fait ce type de molécule. Ici, et j'y reviendrai sur la slide d'après, en ouvrant votre alcène, vous allez créer un carbocation. Je vous expliquerai après avec un exemple concret, sinon ça ne va pas servir à grand chose. Et votre départ de B avec les électrons, vous allez créer un B-. Et vous voyez en fait qu'à cette étape, du coup, vous créez d'une part un carbocation plus, ici un anion moins. Donc il y a une seule chose qui demande à se faire, c'est la charge moins vers le plus. C'est ce qui se passe ici, charge moins vers le plus, et vous formez votre molécule finale. Vous pouvez l'écrire soit en 2 étapes, ou vous pouvez l'écrire ici en 2 étapes, mais une seule ligne. C'est-à-dire votre alcène qui attaque le A, qui libère du B, ça vous donne ça. Votre B qui attaque le plus et qui donne votre molécule finale. Faites attention, je vous mets en garde par rapport à vos écritures que je peux voir des fois sur vos copies. Une fois que vous avez fait réagir votre alcène et votre molécule AB, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces produits parce que vous les avez déjà fait réagir. Alors, je dis en tant que tel. Hein. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, vous avez une molécule qui a un plus. L'évidence, évidemment, c'est de faire attaquer cet anion sur ici, mais parfois je vois en fait des étudiants qui me refont attaquer la double liaison ici. Techniquement, c'est pas faux, mais on a un B-. Et en fait, on peut considérer que tout ça a réagi, et en fait, c'est trop tard, elle a déjà réagi, on ne peut plus l'utiliser. Donc ne réutilisez jamais, ça veut dire que ne faites jamais de flèche qui repasse à l'envers d'une grande flèche comme ça. C'est un peu ridicule. Enfin, faites attention à ça, c'est un petit souci qui peut se poser. Là, voilà, c'était la manière générale de présenter ça. On va rentrer vraiment dans la réactivité des alcènes en termes d'addition. Et la première addition que l'on va rencontrer, c'est l'addition des hydracides. Hydracides, en gros, ce sont des acides avec un halogène, HX. Donc ça peut être HCl, HBr, HI, HF, ce que vous voulez. Donc, bien souvent, on va travailler avec HBr ou HCl. Donc, ce qui va se passer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que votre alcène, il a une grosse densité électronique sur sa double liaison, et vous voyez, le fait d'avoir un halogène ici sur votre molécule, l'halogène qui est très électronégatif, il va attirer à lui les électrons de la liaison qu'il fait avec l'hydrogène. Donc vous allez créer une charge partielle delta- sur votre alcène, une charge partielle delta+ sur votre H acide. Donc vous voyez, hein, vous allez pouvoir attaquer de votre, entre guillemets, delta- de votre alcène, hein, c'est une forte concentration d'électrons, donc plutôt moins, vous allez pouvoir faire du moins vers le plus. Ce qui va se passer ici, c'est comme si vous considériez votre liaison pi ici au-dessus comme une porte. C'est-à-dire que vous prenez comme point de pivot ce carbone et vous ouvrez la porte pour former cette liaison avec le H. Et en fait, en ouvrant la porte ici, vous allez voler des électrons à ce carbone-là. C'est pour ça que vous allez former ici votre carbocation. Je vais vous montrer ça de manière plus simple. Ici. Voilà. Donc ce qu'on regarde sur cette molécule, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que si vous écrivez tout ça, alors, je vais vous réécrire votre alcène. Voilà.
Si vous écrivez votre... je vais vous l'écrire comme ça pour que ce soit plus simple. Si vous regardez, si vous faites l'attaque ici sur ce H, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je vous ai dit, c'est que votre double liaison ici, elle va s'ouvrir comme une porte pour faire ici la liaison avec le H. D'accord? Donc en fait, si vous regardez, et évidemment, hein, quand vous allez créer cette liaison avec le H, le X va s'en aller. Donc si on fait disparaître tout ce qui s'en va, on fait disparaître le X et on fait disparaître du coup votre double liaison ici qui a disparu. Donc ça vous fait une liaison. Je vais remettre ma tablette tout droit, ce sera mieux. Voilà. Donc ça vous fait cette molécule-là. Je vous la refais propre à côté parce que ça commence à être sale. Vous voyez, ça vous fait ça. Si vous écrivez tous les H ici, je vous montre. Au tout début, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez un CH3, un CH3, un CH3, et ici un CH3. Et évidemment, au milieu ici, des carbones. Je vais le refaire, j'ai oublié le carbone, c'est vraiment pour bien vous expliquer. Hein. Vous avez 2 carbones ici, voilà, ça sera un petit peu mieux pour vous. Un CH3, un CH3, un CH3 et un CH3. Voilà. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, votre HX, si vous faites ça, vous allez détruire votre liaison pi, alors souvent c'est celle du dessus mais c'est pas grave, pour former la liaison avec le H. Donc elle va venir basculer, s'ouvrir un peu comme une porte, et vous allez éjecter votre X. Donc si je fais ça, je supprime tout ce qui disparaît, on disparaît cette liaison-là, et on forme ici votre nouvelle liaison avec le H. D'accord? Si vous regardez bien, ce carbone-là, il fait toujours 1, 2, 3, 4 liaisons, donc lui ça ne change rien. Par contre, le fait d'avoir ouvert un petit peu cette liaison comme une porte, vous voyez que ce carbone-là, il fait plus que 1, 2, 3 liaisons. Il lui manque des liaisons, il lui manque des électrons, donc on va créer une charge plus sur ce carbone-là. Et vous voyez, en fait, c'est ce que j'ai fait ici. C'est pour ça que sur un côté, on va rajouter le H, et de l'autre côté, on va créer une charge plus. Parce qu'il n'y a aucune raison, en fait, de lui rajouter un H ici, lui, pour contrebalancer tout ça. Lui, on lui arrache une liaison, donc il va rester comme ça. Si à l'inverse, alors c'est la même molécule, mais je peux vous le faire aussi dans l'autre sens. Hein. Alors, vous avez compris qu'ici, c'était des CH3, donc je peux ne pas les écrire. Voilà. Si à l'inverse, on vient fixer votre H ici, donc c'est-à-dire que votre double liaison ici va venir s'ouvrir pour créer cette liaison-là, et virer le X hein, qui existe derrière, vous allez pouvoir écrire ça, et si vous regardez, ce carbone-là fait bien 4 liaisons, il n'y a pas de souci, ce carbone-là n'en fait plus que 3, et vous avez votre plus de ce côté-là. Donc là, c'est la même molécule hein, qui est symétrique, donc c'est la même chose, ça ne change pas grand-chose, c'est pour ça que sur le diaporama, je vous ai fait qu'un seul côté, parce qu'au final, les deux côtés sont symétriques. Quand vous avez créé cette charge plus, vous avez libéré un X-, hop, il va venir soit attaquer ici, soit venir attaquer ici, c'est terminé. Ça, c'est pas très compliqué, vous avez formé votre molécule additionnée. A l'inverse, on vous dit, si votre alcène est dissymétrique, vous avez 2 produits possibles. Donc ça, je vous explique. Si vous avez un alcène, donc dissymétrique, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes substituants de chaque côté de l'alcène. Si vous avez ici du HX, donc je vous rappelle, un HX, X plutôt delta moins, ici vous avez plutôt un delta plus, et votre double liaison est plutôt delta moins. Donc comme d'habitude, on fait partir la flèche du moins vers le plus, et on libère le X, parce que le H ne peut pas faire de liaison. Si on reprend comme tout à l'heure, vous avez donc votre alcène ici, CH2, vous avez la possibilité de faire votre addition de HX sur ce carbone-là, donc c'est-à-dire qu'on va ouvrir cette liaison-là pour former la liaison CH ici, et libérer votre X. Donc ça veut dire que si je supprime tout ce qu'on vient de faire, vous formez ici cette molécule-là. Ce carbone-là fait 1, 2, 3, 4 liaisons, il n'y a pas de souci. Par contre, ce carbone-là, maintenant, fait 1, 2 avec le H et 3 liaisons ici. Donc vous avez le plus qui est ici. Donc quand vous écrivez, hein, vous avez ce carbocation ici qui est formé, avec le CH3 ici. C'est le carbocation ici en vert. Deuxième choix possible, comme je vous l'ai écrit tout à l'heure, vous avez un CH ici, un CH2 ici.
Vous avez le HX qui peut se mettre au-dessus de l'autre carbone. Vous allez ouvrir votre double liaison pour former cette liaison-là et libérer votre X. On supprime tout ce qui est enlevé. Et si vous regardez bien, ce carbone-là fait bien 1, 2, 3 liaisons, 4 liaisons avec le H. Et celui-ci, pardon, c'est un CH2, il fait bien 2 liaisons avec le H, et ici, 3 liaisons. Donc vous avez votre plus. Donc vous formez soit celui-ci, soit celui-ci. Et vous voyez, c'est bien ce qu'on écrit ici, hein. Le carbocation ici au milieu, ou le carbocation ici au bout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Évidemment, vous avez libéré un X-, vous avez la possibilité d'attaquer soit sur ce carbocation-là, soit sur ce carbocation-là. Faites attention ici, c'est bien un OU et non un et, vous formez l'un ou l'autre. Une fois que vous avez fait vos attaques, votre X peut se placer ici, si vous avez attaqué sur ce plus-là, ou au bout, si vous avez attaqué sur ce plus ici. Une nouvelle petite règle, la stabilité des carbocations que vous avez déjà dû rencontrer. Ce carbocation qui est ici, il a ce carbone qui porte la charge, ce carbocation, il a deux substituants ici, un CH3 de ce côté-là et un CH3 de ce côté-là. Les CH3 ont la possibilité de faire des effets inductifs plus I, c'est-à-dire de donner un tout petit peu de leurs électrons, un petit peu de leur densité électronique. Donc ça veut dire que ici vous avez un premier effet plus I pour stabiliser ce carbocation-là, et ici vous avez un deuxième effet plus I pour stabiliser ce carbocation-là. Même chose ici, ce carbocation-là par contre, il a un seul substituant. D'accord, vous avez un CH2, CH3, vous avez un effet plus I qui peut être donné, mais vous n'en avez qu'un seul. Et donc, votre carbocation le plus stable, c'est celui qui sera le plus substitué. D'accord, celui qui aura le plus d'effet plus I. Donc, si votre carbocation est plus stable, ça veut dire que vous avez une réaction possible avec un carbocation qui sera très stable, un carbocation qui sera moins stable. En chimie, ça se considère comme quelque chose de plus stable, c'est quelque chose qui est plus faible en énergie, moins agité. C'est un petit peu comme une personne. Si vous rencontrez quelqu'un à la sortie d'un bar, si vous avez le choix de parler avec quelqu'un qui est faible en énergie, c'est-à-dire plutôt calme, ou quelqu'un qui est très énervé, donc très haut en énergie, vous allez plutôt vous diriger vers la personne qui est calme pour discuter et pas vous faire taper par la personne haute en énergie. C'est la même chose ici en chimie. On va favoriser de former des choses qui seront faibles en énergie, parce que ça ne va pas nous demander beaucoup d'efforts. Si on a besoin de beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'efforts pour créer quelque chose, on ne va pas le faire. Un petit peu comme vous ou comme moi, si j'ai une tâche à faire avec deux chemins différents, si le premier chemin me mène facilement à mon objectif, je vais le favoriser au deuxième chemin qui va être plus compliqué. Voilà, souvent, on va dire pas tout le temps, mais souvent. Ben là, c'est la même chose. Le fait qu'il soit plus stable, il va être majoritaire. Et donc, vous voyez, en fait, à la fin, l'addition du X- va se faire majoritairement sur votre carbocation qui était le plus stabilisé. Un petit rappel sur la stabilité des carbocations, ce que je vous disais tout à l'heure. Un carbocation qui sera très substitué va être très stable, un petit peu moins, et un carbocation qui sera très peu substitué sera pas du tout stable. Donc souvent, c'est la stabilité d'un carbocation tertiaire, 3 stabilisations, secondaire, 2 stabilisations, primaire, 1 stabilisation. Et donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle la règle de Markov-Nikov. La règle de Markov-Nikov, très important. On vous dit que lorsque vous faites l'addition d'un composé HX, donc un hydracide, sur une double liaison carbone-carbone, le produit majoritaire est issu du carbocation intermédiaire le plus stable. Donc ça veut dire que, vous voyez ce qu'on a écrit ici. Alors, en tout début du TD, je vous dirais, on va écrire les deux carbocations, ensuite on va écrire les deux produits, et à la fin on discutera de savoir quel produit est majoritaire, parce qu'il est issu du carbocation le plus stable. Et vous voyez en fait que cette réaction, je l'ai réécrite, on va dire grossièrement ici, c'est que vous montrez une seule réaction et donc un seul produit possible. Et donc la règle de Markov-Nikov, elle vous dit ça, c'est que vous dites que si le produit majoritaire c'est celui-ci, parce qu'il est issu du carbocation le plus stable. Voilà. Pour simplifier, si vous avez besoin, en gros, c'est l'atome d'hydrogène du HX, il va s'attacher à l'atome du carbone de la double liaison le moins substitué. Si vous regardez là, vous avez deux atomes. Le plus substitué, c'est celui-ci, il a un substituant, celui-là, il n'est pas du tout substitué. Et donc le H va venir se fixer sur, vous voyez, le carbone. Je dis quoi ?
le moins substitué. Donc vous voyez, le H ici, c'est bien ça, j'avais cru faire un lapsus. Le H va s'attacher ici sur le carbone le moins substitué pour faire le carbocation le plus stable. Vous voyez, quand il s'attache sur le carbone le plus substitué, c'est le carbocation le moins stable. Donc on vous dit, vous attachez le H sur le carbone de la double liaison le moins substitué ou le plus hydrogéné. Ça marche aussi, vous voyez. Ici, il y avait 2 H, ici, il n'y en avait qu'un. Et bien, il va s'accrocher du côté où il y a déjà le plus de H. Sont ce qu'on appelle des réactions qui sont régiosélectives. C'est-à-dire que vous allez majoritairement former ce produit-là. Donc souvent, en fait, on va écrire que ce produit-là. Ce que je vous dis, si en TD je vous demande de m'écrire tous les produits, puis de me discuter lequel est majoritaire, vous m'écrivez les 2 produits et vous me dites c'est celui-là en vrai qui se forme très majoritairement. Et en fait, vous voyez que vous allez choisir la région, on va dire l'endroit de votre molécule, où vous allez rajouter votre X. C'est pour ça qu'on dit régiosélectif. On va choisir sélectif la région, l'endroit sur lequel on va rajouter le X. Donc c'est ce que je vous ai dit, vous voyez, je vous ai réécrit ça là. Addition électrophile, quand vous faites ça, on a le choix entre celui-là ou celui-là. Celui-là est plus stable, donc on aura un seul produit majoritaire, c'est celui-là. Voilà. Ça c'est si je vous demande pas de m'écrire les 2 produits finaux, vous pouvez m'écrire ça comme ça, me dire on a ce carbocation là ou ce carbocation là. Celui-là est plus stable, donc je fais mon addition sur le plus stable, et j'ai ce produit-là, majoritaire, régiosélectif, parce qu'on choisit uniquement d'ajouter le X ici, et pas le X là. En chimie organique, vous verrez, et alors, il ne faut vraiment pas voir ça comme des exceptions ou des choses pour vous embêter. En chimie organique, vous avez toujours le choix de l'endroit où vous pouvez fixer vos produits. Alors, par exemple, vous voyez, cette réaction-là, elle me force à mettre le X ici. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a écrit, le X est bien là. Si je voulais mettre le X ici, vous voyez, c'est pas possible parce que cette réaction-là me dit non, le X se met sur le carbocation le plus stable et le carbocation le plus stable c'est celui-là, c'est absolument pas celui-là. Le seul problème c'est que parfois en chimie, la chimie organique c'est de la chimie de synthèse, vous avez besoin de mettre le X ici. Et donc vous avez besoin d'un autre type de réaction pour mettre ce X ici. Vous le voyez en dessous ici, on peut le faire avec un autre type de réaction. Alors je vous donne juste un exemple personnel. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une telle boîte à outils Moi je vois ça un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez besoin de créer une molécule, de synthétiser une molécule. Évidemment, vous devez avoir le contrôle sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous voulez le mettre ici, il faut absolument qu'il soit ici et pas ici. Ou à l'inverse, la réaction la plus simple c'est de le mettre ici, mais vous avez besoin qu'il soit mis ailleurs. Je prends un exemple personnel, j'ai personnellement travaillé dans un laboratoire de recherche qui faisait la synthèse de ce qu'on appelle le péloruside A. Et le péloruside A, c'est une molécule anti-cancer. Donc c'est une molécule qu'on retrouve dans les coraux en Nouvelle-Zélande. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez extraire des coraux, comme on peut extraire par exemple la chlorophylle de l'herbe, des feuilles, des choses comme ça. Le seul souci, c'est que vous, par exemple, pour extraire 1 mg de péloruside A, il faut 1 kg de corail. Évidemment, même si c'est une molécule anti-cancer avec des propriétés qui sont très intéressantes, vous n'allez pas détruire la barrière de corail en Nouvelle-Zélande pour extraire votre produit. Et donc c'est là où la chimie organique est très importante et où vous allez en fait chercher à refaire en laboratoire la même molécule, exactement la même, juste qu'elle est de synthèse. Donc évidemment cette molécule est très intéressante parce qu'elle est anti-cancer, donc vous allez chercher à la refabriquer et c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir cette boîte à outils. Vous dire à un moment j'ai besoin de le mettre là, mais à un autre moment j'ai besoin de le mettre là. Et ça permet également aussi soit de refaire à l'identique une molécule naturelle, soit de refaire la molécule naturelle pas exactement à l'identique, en modifiant certains endroits de la molécule que vous savez précisément l'action que ça va avoir. Ça c'est possible de dire ce sera plus efficace sur une courte durée ou moins efficace mais son action va être plus longue, son admission dans le corps va être plus longue, etc. etc. C'est pour ça en fait qu'il ne faut pas voir. Vous allez voir, il y aura toujours un contre-exemple. Ici, on l'a mis ici. La réaction suivante, elle sera mise de l'autre côté. Il ne faut pas voir ça comme des choses embêtantes où on vous dit « Ah ouais, d'accord, il y a toujours un contre-exemple ». Non, il faut voir ça vraiment comme une boîte à outils. Vous dire « J'ai besoin de le mettre là, je vais utiliser ce type de réaction. J'ai besoin de le mettre là, je vais utiliser ce type de réaction ». Fin de la parenthèse. Première addition, je vous ai dit produit majoritaire ici. La possibilité de mettre le X de l'autre côté, c'est que vous allez faire votre réaction par voie radicalaire, donc ça veut dire en présence de radicaux. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici la réaction c'était un alcène et du HX, ça vous donne ça. Ici on vous dit
un alcène, du HX en présence de peroxyde. Alors le mieux c'est de le mettre en dessous de la flèche. Voilà. Ça va vous donner le produit majoritaire avec le X ici de l'autre côté. On va regarder un petit peu le détail ensemble. Voilà. Jack, on va mettre ça à gauche, parfait, et on reprend ça. Voilà. Alors, on vous dit ici, la slide précédente, peroxyde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un peroxyde? Un peroxyde, c'est une molécule qui a pour formule de manière très classique R, C, double liaison O, 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 C, O, R. Ça, c'est le squelette avec ce que vous voulez dans les R. Ça, c'est le squelette classique d'un peroxyde. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Si vous regardez cette molécule, il y a quelque chose qui est très peu commun en chimie, c'est cette liaison O simple. D'accord? Dioxygène, double liaison. C'est très stable. Le seul problème, c'est qu'une liaison oxygène-oxygène simple n'est pas stable du tout. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, l'oxygène, il a une électronégativité importante, donc ça veut dire que cet oxygène-là va vouloir tirer sur la liaison de son côté, et cet oxygène-là va aussi vouloir tirer les électrons de cette liaison-là de son côté. Ce qui fait en fait que la liaison que j'ai représentée en rouge ici, elle est très très faible, et elle va pouvoir se casser avec très très peu d'énergie. Alors je vous dis très très peu d'énergie, parce que normalement en chimie, quand on fait des réactions, bien souvent, par exemple, on va chauffer assez fort, 100, 110, 120 degrés, 200, des choses comme ça. Là, ce type de composé, vous allez ouvrir le flacon, le mettre à la lumière, rien que l'énergie de la lumière va permettre de casser cette molécule. Ouais, donc souvent, c'est des molécules qu'on va manipuler dans le noir, avec évidemment une lumière spécifique, des choses comme ça. Donc ça veut dire en fait que cette molécule, si vous la cassez, comment ça va se passer? Vous allez former des radicaux. Donc si je l'écris, on va dire correctement dans l'espace, voilà, comme ça. Ça, c'est la façon de l'écrire avec les bons angles de liaison. Si vous avez un O ici. Cette liaison-là, si vous la mettez en présence, que je vous disais, de la lumière, souvent, la lumière, on l'écrit H nu, comme l'énergie du photon. D'accord. Si vous mettez juste de la lumière, un petit peu d'énergie, cette molécule va se casser. Et donc ça veut dire que on a vu déjà en chimie organique, quand la liaison était cassée, souvent on écrivait des choses comme ça. Ça veut dire que les deux électrons partaient d'un côté ou d'un autre. Vous vous rappelez, on fait du HX, hop, on fait partir les électrons du X, ça nous donnait du X-. Le seul souci, c'est que si vous regardez ici, vous n'avez aucune raison de faire partir les électrons plus d'un côté que de l'autre. Et donc en fait, ce que vous allez avoir ici, et c'est ce qu'on va écrire pour les réactions radicalaires, c'est que votre liaison ici, elle est composée de deux électrons, et de manière totalement équitable, vous avez un électron qui va partir sur cet oxygène-là, donc vous voyez, on l'écrit avec des demi-flèches, et un autre électron qui va partir sur l'autre oxygène. Si j'écris ça, en fait, vous avez du R, C, O, O, point, d'accord, plus un O, point, C, O, R. Et si vous regardez, si vous retournez la molécule, c'est exactement la même. C'est pour ça que sur votre slide, je vous ai écrit que vous aviez deux molécules, R, C, O, O, point. Voilà, ça c'est ce qui est écrit à gauche. À gauche, c'est ce qu'on appelle l'étape d'amorçage. En chimie radicalaire, on va pas en faire beaucoup, mais voilà, l'étape d'amorçage, ça veut dire qu'à gauche, vous avez des molécules neutres, et à droite, vous avez des radicaux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça amorçage, qu'on amorce la réaction radicalaire. Il nous faut des radicaux pour démarrer. L'étape suivante, ce qu'on appelle l'étape de propagation, c'est-à-dire que vous allez reprendre un de vos radicaux que vous avez créé à l'étape d'avant, d'accord, et vous allez le mettre en contact avec votre premier réactif. Donc là, par exemple, ce sera le HBr. Et de la même façon, exactement de la même façon, vous avez un point. C'est-à-dire que vous n'avez pas une charge moins. Si vous aviez un O-, ce que vous auriez fait, c'est prendre le H et enlever le Br, de manière très classique. Le seul problème, c'est que vous avez un point. Donc ça veut dire que quand vous allez vouloir créer votre liaison OH, ici avec un électron, vous avez besoin que d'un seul électron ici pour créer la liaison OH. Et donc c'est-à-dire que l'autre électron va repartir sur le Br. Ce qui va vous former au final du RCOOH plus du Br point. Et ça, c'est important, le Br point. Parce que vous allez le réutiliser par la suite.
Une petite notion que je vous ai pas montré spécialement sur la slide, mais qui est importante de savoir, ce type de composé ici ne va pas se former. Les acides carboxyliques en milieu radicalaire, c'est un petit peu pas stable. Et en fait, ça va se décomposer très vite en R- plus CO2. C'est-à-dire que vous allez avoir un dégagement gazeux, ça c'est pas stable du tout. D'accord ? Ça c'est pas possible en milieu radicalaire. Et vous allez former du CO2 gazeux qui va s'en aller et du R-. C'est pour ça que sur votre slide, je vous ai directement écrit que ça venait du R- plus CO2 plus du BR'. Bon, c'est pas non plus très important de le savoir, on s'en fiche. Le mécanisme radicalaire, je ne vous le donnerai pas. Je réfléchis. Non, je ne vous le donnerai jamais à réécrire. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez votre BR', quelle molécule vous n'avez pas encore fait réagir? Et ben, c'est votre alcène, tout simplement. Donc forcément, vous allez écrire votre alcène. Donc, je l'ai écrit dans l'autre sens que la slide, mais c'est pas grave. Même chose que tout à l'heure. Le BR va vouloir faire une liaison, donc il va se dire je vais donner un de mes électrons. Et l'alcène, il va dire d'accord, je mets en commun le deuxième. Par contre, mon deuxième électron, il va partir de ce côté-là, par exemple. Donc, premier cas, si vous faites ça, vous avez formé du BR comme ça. Et le point ici, vous voyez, le deuxième va venir sur le carbone du milieu, alors qu'ici, le premier va partir de celui-là vers le BR. Vous formez ici. Deuxième choix possible, c'est que votre BR point, à l'inverse, vous vous dites, je fais la liaison ici, et vous avez le premier point qui vient partir sur ce carbone-là, mais le deuxième qui vient se mettre en commun. Ce qui fait que vous créez... Vous voyez, le premier qui vient faire un point ici, et le deuxième, qui est plutôt à droite, va créer la liaison avec le BR. Vous avez deux possibilités. Et on vous dit, comme pour les carbocations, que le plus stable, c'est le radical le plus substitué. Ici, vous avez le droit à un effet plus I. Voilà. Ici, vous avez le droit à deux effets plus I, avec les substituants. Plus I, pardon. Et donc, c'est ce radical ici qui sera le plus stable. D'accord. Et quand vous réajoutez du HBr, vous allez, en gros, vous allez refaire encore une fois la réaction. Vous faites ce qu'on appelle des réactions de propagation, c'est-à-dire que vous avez des radicaux au début et à la fin. Donc en fait, si on reprend ça très rapidement, c'est pas le but ici, mais si vous faites ça, Br point plus du HBr, vous allez remettre en commun le point ici avec le H et le BR qui va se libérer. Et vous voyez, j'ai fait une double flèche par habitude, vous voyez. Voilà. Et ça va libérer quoi? Ça va vous donner votre molécule avec le H, votre molécule voulue, votre molécule finale avec le BR, plus du BR point. Ce même BR point qui va pouvoir réagir avec une autre molécule d'alcène, etc., etc. Et en fait, vous allez avoir comme ça toutes les molécules qui vont s'emballer. Les radicaux, ça va très très vite. Donc voilà. Voilà pourquoi sur le produit le plus stable ici, vous formez ce produit majoritaire. Donc vous voyez, première possibilité, vous avez un alcène. Pour choisir de quel côté on met le X, vous faites soit HX tout seul, vous formez sur le carbone le plus substitué, ou le radical R, vous formez sur le carbone le moins substitué. Première réaction d'addition. On va voir ici la deuxième réaction d'addition, qui est donc ça c'est le radical R, excusez-moi, la réaction d'hydratation. Alors, la réaction d'hydratation, on va avoir à peu près le même mécanisme, et vous voyez en gros, alors là, même chose, j'ai pris un alcène qui est symétrique, vous partez d'un alcène en présence d'eau, et d'une quantité catalytique d'un acide. Alors, souvent, même quasiment tout le temps, on prendra le H2SO4, d'accord ? Ce H2SO4, il peut être consommé au cours de la réaction, mais comme c'est un catalyseur, il faut qu'il soit régénéré. D'accord ? Donc vous allez, avec cette réaction d'hydratation, qui est la deuxième réaction qu'on verra aujourd'hui, pouvoir transformer un alcène en alcool. Vous avez un alcane qui porte un alcool. Vous avez, comme pour l'addition des hydracides de tout à l'heure, la réaction va passer par un carbocation. Donc forcément, si on passe par un carbocation, on va citer la règle de Markov-Nikov qu'on a vu précédemment. Et donc, on va former le carbocation le plus stable. Donc, si vous regardez, on va commencer avec notre catalyseur pour lancer la réaction. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre alcène,
qui est plutôt delta-, et on va attraper un hydrogène ici de votre acide. C'est un acide, hein. Donc ça veut dire que les hydrogènes sont disponibles pour être arrachés. Donc toujours même chose, du moins vers le plus, on va venir arracher un hydrogène, rabattre les liaisons, les électrons sur l'atome d'à côté. Vous allez former, comme précédemment ici, vous allez rajouter votre H. De l'autre côté, vous allez avoir une charge plus. La molécule est symétrique, dont j'en ai utilisé qu'un seul. Et de l'autre côté, vous allez avoir du HSO4-. Vous voyez, HSO4, et en rabattant ici, vous allez avoir un O-. Ça, on peut le laisser de côté. Rappelez-vous toujours que vous l'avez dans votre milieu. Alors en chimie organique, on ne va pas le mettre à chaque étape, parce que ça alourdit, c'est pas très utile. Une fois que vous avez ce carbocation-là, vous pouvez faire réagir votre H2O. Votre oxygène ici a 2 doublés, donc on va venir faire attaquer le doublé sur la charge plus, donc toujours du moins vers le plus, et vous voyez, on va fixer votre H2O sur le carbone. Une petite différence par rapport à d'habitude, vous avez vu depuis tout à l'heure, par exemple sur les hydracides, quand on fait attaquer à un endroit, il y a toujours quelque chose qui part. Souvent, c'est parce qu'il y a un halogène. Ici, malheureusement, on n'a que des carbones. On ne va pas faire partir des carbones, ça c'est pas possible en chimie organique. Donc on va juste faire l'addition. Et vous voyez votre molécule d'eau qui faisait au départ 2 liaisons avec les hydrogènes, elle se retrouve ici à faire 3 liaisons, avec le carbone en plus. Donc on lui met une petite charge plus. Parce que vous voyez, au début, elle est entourée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, et à la fin, elle est entourée que de 1, 2, 3, 4, 5. Donc il lui en manque un, elle a une charge plus. Évidemment, ça, dans le milieu, c'est pas très stable. Mais je vous ai dit, rappelez-vous, vous avez du HSO4- qui est catalyseur, donc ça veut dire qu'il faut le rendre à la fin sous la forme H2SO4. Et bien justement, à ce moment-là, le O- qu'on avait créé ici, il va venir récupérer un hydrogène qu'il avait prêté au tout début, rabattre ça là-dessus, et vous voyez, vous reformez votre H2SO4, donc il a été consommé, mais il est rendu en fin de réaction. Et ensuite, ici, vous avez maintenant un OH, plutôt qu'un H2O+. Voilà. Une réaction qui est sympathique à écrire, donc voilà, faites très attention d'être méthodique là-dessus. Qu'est-ce que j'allais vous dire là-dessus? Pas grand-chose d'autre, non. Voilà, donc vous formez un alcool à partir d'un alcène. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'évidemment, si vous faites cette réaction-là sur un alcène qui ne va pas être symétrique comme ici, si vous avez le choix, si par exemple on le fait avec un alcène qui ressemble par exemple à celui-ci, vous rajouterez votre OH- ici, parce que c'est votre carbocation le plus stabilisé. D'accord ? Évidemment, vous me voyez venir, si vous avez besoin de rajouter l'alcool sur le carbocation le moins substitué, vous avez un autre outil qui est possible, et ça c'est ce qu'on appelle la réaction d'hydroboration. Vous voyez, au tout début on a fait les additions d'hydracides, on vient de voir la réaction d'hydratation, et là on voit la réaction d'hydroboration. Donc c'est ce que je vous disais, si vous faites de manière très classique la réaction d'hydratation sur cette molécule, vous auriez mis votre OH sur ce carbone. Là vous voyez, avec cette réaction on met le OH sur l'autre carbone. Même chose, pensez boîte à outils, on a besoin des fois de mettre d'un côté ou d'un autre un alcool quand on fait de la synthèse. Alors comment ça marche? La réaction d'hydroboration, on vous dit qu'elle permet de mettre une fonction alcool en position anti-Markovnikov. Ça c'est logique parce qu'on vous a dit un Markovnikov c'est sur le carbone le plus substitué. Donc là on est sur le carbone le moins substitué ici. Donc c'est de l'anti-Markovnikov. On vous dit dû à la gêne stérique du groupement BH2, on va voir ça tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Nanana. Ok. Si on reprend le petit tableau à côté, si vous avez un alcène ici, je vais réécrire le même que vous avez ici, avec un CH3. Voilà, pour bien l'écrire. Cet alcène-là, il n'est pas statique dans l'espace. Il faut imaginer qu'il tourne. D'accord ? Voilà. Vous allez voir pourquoi. Vous avez deux possibilités pour l'écrire. C'est-à-dire que votre bord peut se mettre comme ceci, c'est-à-dire on va aligner vos liaisons. Alors là, sur le diapo, j'ai séparé tous les H, mais c'est pas très utile. Ça veut dire que soit vous pouvez mettre en vis-à-vis un H avec ce carbone et le BH2 avec ce carbone. Ou deuxième cas, c'est-à-dire que vous faites exactement l'inverse. Vous mettez votre BH2 en face de ce carbone et le H en face de l'autre. Vous voyez ? Ça vous fait ça. Ce qui fait que quand vous faites votre addition, vous pouvez former soit le BH2 de ce côté-là, soit le BH2 de ce côté-là.
Alors, qu'est-ce qui va être vrai là-dedans? Le bore, c'est un atome qui a un rayon atomique très 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 important. Donc ça veut dire qu'il va, en exagérant, prendre une très grosse place, voilà, dans l'espace. D'accord? Même chose ici du coup. Le seul souci, c'est si vous regardez bien, c'est que votre alcène, il peut tourner. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Donc ça veut dire que cette liaison-là, si ça tourne autour de votre alcène peut aussi se représenter, c'est la même molécule, hein, sous cette forme-là. C'est-à-dire avec le CH3 ici, et par exemple avec le CH3 ici, vers le bas. Et vous me voyez arriver, ici il va y avoir ce qu'on appelle une gêne stérique. Une gêne stérique, c'est en gros, c'est ce qui est écrit ici, hein, une gêne stérique, c'est une gêne spatiale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des collisions qui ne sont pas voulues. Et les collisions, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des collisions, vous avez de l'énergie qui est dégagée. Donc en fait, vous gâchez de l'énergie pour rien. Donc en fait, votre BH2 va se mettre du côté le moins encombré, c'est-à-dire avec le moins de substituants, pour favoriser cette perte d'énergie, pour favoriser le fait de ne pas perdre de l'énergie, et donc d'avoir quelque chose ici d'additionné du bon côté. D'accord? Donc si je réécris tout ça, vous avez votre alcène qui est comme ceci. Votre côté le moins substitué, c'est celui-là. Donc, ça veut dire que votre bord va se mettre en dessous ici. Et donc, vous pouvez écrire votre H ici. Et ensuite, en fait, si vous regardez bien, vous avez un petit mouvement de rotation. C'est-à-dire que vous allez créer plus tard votre liaison BH, ici votre liaison CH. Et qu'est-ce qui va se passer? De manière concertée, c'est-à-dire en même temps, votre liaison ici va s'ouvrir du côté de votre bord et votre H ici va s'ouvrir de ce côté-là. Vous pouvez tout à fait, hein, si vous regardez votre PowerPoint, enfin le PowerPoint qui est donné sur le côté, si vous regardez, je l'ai écrit dans l'autre sens. La finalité est exactement la même, c'est-à-dire que vous avez votre H qui se rabat pour former la liaison BH et votre alcène qui se rabat pour former votre liaison H. D'accord? Ça change absolument rien. On peut l'écrire dans les deux sens. Mais ce qui est important, c'est de mettre votre BH2 du côté le moins encombré de votre alcène. Et vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici en bas. Okay. Vous formez donc votre BH2 sur le carbone le moins substitué. Et ensuite, vous voyez ici, hein, c'est une réaction qui est entre deux étapes. Première étape, addition de BH3. Deuxième étape, ajout de l'eau oxygénée et de l'eau. Première étape, on ajoute le BH3 pour avoir un BH2 ici. Hein, donc on a le BH2 de ce côté-là et le H ici qu'on n'a pas représenté. Ce H ici qu'on a ajouté. Deuxième étape, H2O2. Alors cette étape-là, elle n'est pas, le mécanisme, je ne vous le présente pas. Il faut juste savoir que les conditions eau oxygénée H2O2 dans l'eau, ça vous permet de transformer un groupement BH2 en OH. Donc vous voyez en fait au final, cette réaction-là, alcène, première étape BH3, deuxième étape oxygénée dans l'eau, vous permet de passer d'un alcène à un alcool en position anti-Markovnikov, c'est-à-dire sur le carbone le moins substitué. Donc vous voyez, c'est déjà la deuxième subtilité aussi pour les alcools. Les réactions d'addition de dihalogènes. Vous avez la possibilité de rajouter sur des alcènes, vous voyez avec cette réaction d'addition de dihalogène, vous avez la possibilité de rajouter sur chaque carbone un halogène. Imaginez ici, vous avez un BR2, un CL2, un F2. Alors on vous dit c'est plus difficile pour I2, hein, ça nécessite un catalyseur donc on ne le verra jamais. On va plutôt travailler de toute façon très souvent avec BR2 ou CL2 ici. Vous allez pouvoir ajouter ici un halogène sur chaque carbone qui portait votre double liaison. Une chose importante, si vous regardez bien, vos X, vos halogènes, vont être de chaque côté de votre simple liaison. Contrairement à tout à l'heure, vous vous rappelez, avec le H2, on rajoutait les deux H du même côté. Ici, avec X2, vous allez avoir une addition anti, c'est-à-dire de chaque côté de la liaison CC. Alors, ce qui est important à savoir là-dessus, c'est que votre molécule X2 va se polariser. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous regardez ça, de manière totalement, réelle, hein, si vous avez un alcène ici comme ça,
Techniquement, si vous écrivez que vous avez du BR2, donc c'est-à-dire du BR-BR, d'habitude, on peut écrire, si vous avez par exemple du HBr, on se dit, ok super, le BR il est électronégatif, donc du coup ça rend le H légèrement positif, et donc je peux attaquer de quelque chose de négatif vers le négatif, et je libère mon brome. Et super. Le seul problème ici, c'est que ce sont les deux mêmes atomes, donc c'est-à-dire qu'ils tirent exactement avec la même force sur les électrons du milieu, ce qui fait que vos électrons sont pile au milieu. Donc vous ne pouvez pas dire que l'un est delta plus et l'autre est delta moins. Ça, c'est juste pas possible, parce qu'ils tirent exactement avec la même force. Ce qui va se passer, en fait, pour vous expliquer ça, c'est que votre alcène, ici, même chose, hein, il faut penser que ces molécules-là se déplacent dans l'espace. Et en fait, en gros, le nuage électronique de votre alcène, décidément, pas très bon en dessin, il va ressembler à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tout autour de lui, ici, il va y avoir un nuage électronique très important. Et en fait, votre BR... Tac. Non. Votre molécule de BR2, à un moment, ça bouge beaucoup dans votre réaction chimique, hein, je vous rappelle que BR a 3 doublés non liants ici, il va s'approcher, voilà, gentiment, il va pouvoir se rapprocher de ce nuage-là. Ce nuage-là, je vous rappelle, qui est quand même très delta moins parce qu'on a beaucoup d'électrons. Et bien, ce qui va se passer, c'est comme deux aimants. Voilà. C'est-à-dire qu'en se rapprochant d'une charge moins, les électrons ils vont faire quoi? Ils vont essayer de fuir, entre guillemets, on va déplacer la densité électronique du BR de l'autre côté. Donc ça veut dire que par exemple, si votre BR2, la densité électronique ressemblait à un os, on va dire, va ressembler à ça, voilà. Et ben en fait, on va pousser les électrons à se dire, ok, et ben je vais essayer de migrer vers l'autre BR et en fait de modifier votre densité électronique. Et donc en fait, en s'approchant de la double liaison, vous allez polariser, c'est-à-dire delta plus, delta moins, mais ça c'est pas dû au fait que les bromes sont électronégatifs, c'est vraiment dû au fait qu'on s'approche d'une charge moins, donc en fait ça va repousser vos électrons du dibrome vers le côté le plus éloigné. D'accord? Donc ça c'est juste pour vous expliquer, ça c'est vraiment dû au déplacement dans l'espace. Donc quand vous écrivez ça, vous faites votre addition ici du dibrome. Donc ça, là, on peut l'écrire. Hein. Souvent, vous voyez, même en TD, je l'écris un peu au-dessus pour bien vous montrer que c'est un effet spatial. Et en gros, ce que vous pourriez écrire spontanément, un peu comme le HX, ça veut dire que d'un côté, vous allez rajouter votre brome. De l'autre côté, vous allez avoir une charge plus du BR-. Le seul souci, c'est que votre brome est quand même très très riche en électrons. D'accord ? Et avoir une charge plus à côté de quelque chose qui est très chargé en électrons, c'est juste pas possible. Mais en fait, votre brome, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en commun un de ses doublés pour se mettre directement sur la charge plus. Ce qui fait qu'au final, si vous regardez, pour l'instant, on n'a pas utilisé votre BR-. Hein. Vous avez votre brome qui va faire deux simples liaisons, ici avec un plus, sur votre liaison carbone-carbone. En fait, vous regardez, hein, votre brome, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons autour de lui. Il se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons autour de lui, ce qui fait qu'il a une charge plus. Et vous voyez, c'est ce que j'ai écrit ici. En fait, il ne va pas faire, cette forme-là n'existe pas, c'est pas possible. Il va faire ce qu'on appelle un ion bromonium, ce que j'ai écrit sur votre slide, un ion bromonium. Donc, ça veut dire que c'est un ion ponté, c'est un pont. En fait, vous allez faire un petit pont brome avec deux liaisons. Et vous allez voir en fait que du coup, le fait d'avoir un brome ici qui va tirer les électrons, il va créer des petites charges plus ici en bas, même si lui-même porte une charge plus, hein, mais comme en plus de base il est électronégatif, là il lui manque des électrons, donc il va tirer très très fort, ce qui fait que votre brome moins peut soit attaquer de ce côté-là pour relever votre brome ici, soit attaquer de l'autre côté pour relever ce côté-là. Et c'est exactement ce que j'écris sur votre slide ici. Si vous regardez, la flèche rouge en attaquant ici, on va relever ce côté-là, ce qui fait qu'on va pousser le brome sur la gauche et on va additionner ici. Et la flèche bleue va venir attaquer ici, ce qui fait qu'on va pousser le brome ici vers la droite. Et vous voyez, on a des réactions qui sont anti de chaque côté de votre simple liaison. Voilà. Donc ça, on en verra en TD, ce sera peut-être plus efficace pour vous expliquer en fait que vous allez avoir un couple
qui seront opposées. Si par exemple celle-ci c'est une molécule qui sera RR, celle-ci sera SR. Ah, pardon. Si celle-ci c'est une RR, celle-ci sera SS. Si c'est une SR, celle-ci sera RS, etc., etc. Vous allez former en fait deux diastéréisomères purs. En plus de ces réactions d'addition, vous avez les réactions d'oxydation. D'accord. Alors les réactions d'oxydation, d'addition, on en a vu beaucoup. Je vais vous faire un tout petit résumé pour vous montrer en fait que on a vraiment développé aujourd'hui sur cette première partie une grosse boîte à outils. C'est-à-dire que d'un alcène quelconque, alors on va prendre l'alcène ici qui est dissymétrique, vous avez vu aujourd'hui qu'il était possible H2 avec un catalyseur, donc ça peut être du palladium, du platine ou du nickel. Il est possible à partir de ça, je vais agrandir un peu ma flèche, de faire un alcane. D'accord. On a vu deuxième réaction, en présence de HX, de rajouter ici votre X. Troisième réaction, HX avec un peroxyde, de rajouter votre HX au bout. Faites attention à ne pas enlever de carbone. Hein. Ici, vous avez 1, 2, 3 carbones. Ici, vous en avez 1, 2, 3. Souvent, dans les copies, ce que je vois, hein, c'est ça. Alors, HX peroxyde, HX peroxyde. Souvent, vous écrivez 1, 2, 3 et vous dites, ah oui, le X, il est au bout, je fais ça. Et vous voyez, là, vous venez de perdre un carbone. Donc, recomptez bien. C'est dommage de perdre des points pour pas grand-chose. HX peroxyde, HX peroxyde. On a vu aussi la réaction H2O, H2SO4. Ça vous permet, un petit peu comme la deuxième, de mettre un alcool ici. On a vu la réaction où en première étape on faisait du BH3 et la deuxième étape on fait de l'H2O2 dans l'eau. Ça vous permet à l'inverse aussi de faire du OH ici. Voilà. Et on vient de voir, j'ai un trou de mémoire, voilà, l'addition de X2. Donc ça veut dire qu'on part toujours d'ici, X2, et vous formez ici une molécule. Là, vous avez vos 3 carbones, vous mettez un X ici et un X de ce côté-là. Donc ça, c'est tout ce qu'on a déjà vu sur les alcènes. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les réactions d'addition. On va passer à l'autre partie, donc ce qu'on appelle les réactions d'oxydation. Alors, les réactions d'oxydation, vous avez différents modes d'oxydation. Donc, c'est-à-dire que là, ce qui va compter, c'est plus tellement, vous voyez, hein, on avait des produits, on avait soit du bore avec de l'oxygéné, soit de l'eau avec un acide, des choses comme ça. C'est plus vraiment les produits qui vont apporter, quoique un petit peu, mais aussi vos conditions opératoires. Donc ça veut dire que si vous êtes dans un milieu qui est concentré, chaud ou froid, plus ou moins acide, eh ben vous n'allez pas avoir les mêmes produits qui vont se former. Alors nous, on va principalement utiliser un milieu concentré ou un milieu dilué, un milieu chaud ou un milieu froid. L'acidité, on ne va pas spécialement l'étudier cette année. Vous avez deux choses qui peuvent se faire. Ce qu'on appelle des oxydations ménagées, donc ça veut dire que vous allez oxyder un alcène, et bien souvent oxyder un alcène c'est lui rajouter des alcools, donc souvent c'est des milieux à froid, très dilués, très doux, ou à l'inverse vous allez couper votre alcène, donc ça c'est l'inverse, son milieu plutôt agressif, très concentré et à chaud. Et donc ça vous allez voir, on va voir différentes réactions là-dessus. Première oxydation possible, l'oxydation par les péracides. Alors, première chose à savoir, je vous ai mis le mécanisme en bas de la slide. Il n'est pas à savoir. Voilà, un petit peu compliqué. Alors, pas si compliqué que ça, mais on va dire qu'il n'y a pas un grand intérêt à savoir ça par cœur, parce que là, c'est réellement du par cœur. À quoi vous sert d'oxyder un alcène par un péracide? C'est tout simplement, en fait, de partir d'un alcène et d'avoir ce qu'on appelle un époxyde. Vous voyez, on remarque un petit peu ce qu'on a vu avec le dibrome de tout à l'heure. On va avoir un oxygène qui va ponter ici votre liaison carbone-carbone. Ici, on n'a pas de charge plus parce que l'oxygène est capable de faire 2 liaisons. Mais voilà. À retenir, oxydation d'un alcène
par un péracide, ou si je mets MCPBA, c'est le nom d'un produit, c'est la même chose, on forme un époxyde. Le MCPBA, qu'est-ce que c'est? C'est cette molécule-là. C'est un cycle avec un chlore ici et une fonction péracide, donc COOH, d'accord? Parce qu'acide carboxylique, c'est COOH, là on a un O en plus. Et vous voyez, en fait, en une seule étape, on va avoir un mécanisme concerté. L'alcène qui va venir attaquer là se rabattre ici, etc. Vous voyez, vous avez à peu près tout qui tourne. On a un état de transition, ce qu'on appelle un type papillon. Voilà, si vous avez le regard, vous remarquez un petit peu qu'il y a les deux ailes du papillon ici. Et vous formez donc un acide carboxylique et votre époxyde ici. Donc voilà, donc mécanisme à ne pas connaître, uniquement me dire que la réaction d'un alcène et d'un péracide, ou plus précisément un alcène et le MCPBA, métachloroperbenzoïque acide, c'est cette molécule ici, ça vous donne un époxyde. Première réaction d'oxydation. Deuxième réaction, c'est l'utilisation du KMNO4. Alors, le KMNO4, vous avez deux conditions possibles. C'est-à-dire que la première condition possible, c'est une oxydation douce. La deuxième condition, c'est ce qu'on appelle une coupure oxydante. La première possibilité pour oxyder avec le KMNO4, vous voyez, dans les deux cas, on utilise le KMNO4. Ce qui va changer, ce sont les conditions. Première condition, on vous dit que le KMNO4 est dilué et utilisé à froid. Et si vous regardez ici, on part d'un alcène et vous allez obtenir un diol, donc ça veut dire deux fonctions alcool, 6. Pourquoi 6? Un petit peu comme l'hydrogène dans le cas de la réaction d'hydrogénation. Vous allez avoir les deux OH qui vont être du même côté. D'accord? Le deuxième OH ne va pas vers le bas. Ici, ils sont du même côté. Donc, KMNO4 dilué, ça marche aussi avec OSO4. D'accord? Donc, KMNO4 dilué ou OSO4 dilué à froid. A l'inverse, vous avez la coupure oxydante. La coupure oxydante, vous voyez, toujours du KMNO4, mais cette fois-ci, on est concentré et à chaud. Le delta ici se dire à chaud. Et vous allez former une chose un petit peu compliquée qu'on va voir en détail tout de suite. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour ça? Alors, la coupure oxydante, je vais faire exprès d'exagérer ma liaison alcène, vous allez comprendre pourquoi. Imaginons j'ai cet alcène-là. Je suis en condition, comme je vous l'ai dit, KMNO4, concentré, voilà, à chaud, delta. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai écrit sur la slide, vous voyez un petit zigzag, hein, ça n'a rien de chimique, c'est juste pour vous montrer. C'est qu'ici, on va pouvoir casser votre double liaison. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un carbone, ici, vous avez un carbone, et ici, vous allez casser. Ok, très bien. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ok, très bien, je casse ma double liaison. Donc voilà, je la casse ici. Comme vous oxydez, en fait, à chaque endroit où vous avez cassé votre liaison, vous allez rajouter un oxygène. Vous voyez, vous formez deux molécules distinctes. D'accord? Une molécule à gauche, une molécule à droite. Ça, c'est le cas où, en produit de départ, hein, vous aviez cet alcène-là. Dans mon exemple, si vous regardez bien, ce que je vous ai écrit, c'est qu'au départ, votre alcène, même chose, hein, je vous l'écris très grand pour exagérer, vous aviez un hydrogène ici. Évidemment, ici, vous avez des CH3. Hein. Je ne les ai pas écrits, mais j'espère que vous commencez à avoir un peu l'habitude. Donc, quand on fait du KMNO4 à chaud, même chose, je vais me dire, je casse au milieu, ici. Je rajoute des oxygènes là où j'ai cassé. Et en plus, parce que c'est un milieu qui est très, très oxydant, sur les carbones qui portaient avant l'alcène, si on a des hydrogènes, et ces hydrogènes-là, ils sont eux aussi oxydés en alcool. Et vous voyez, c'est pour ça que les CH3, on n'y touche pas. Hein. Les H qui sont ici, on n'y touche pas. Mais par contre, les H qui étaient avant sur ces deux carbones-là, hein, les deux carbones qui formaient votre alcène, on va les oxyder en OH. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et on en refera en PD. Deuxième exemple. Alors, très rapidement sur cette slide, je vous ai mis les mécanismes. Hein. C'est en information pareil. Ce n'est pas la peine de les connaître, mais vous voyez, en fait, on va passer, c'est des choses comme tout à l'heure, votre MnO4- va venir ponter votre espèce, et en fait, en partant, en fait, vous voyez pourquoi, en fait, on va avoir le diol 6, c'est que, comme c'est la même molécule qui l'amène, vous allez avoir vos O du même côté. A l'inverse, la coupure oxydante, même chose à ne pas connaître. Hein. Vous avez votre pontage qui va se faire, mais le fait que ce soit à chaud, vous allez faire tourner vos liaisons, et donc vous allez casser tout ça. Ici, vous voyez
vous aviez des H, donc vous allez former 2 aldéhydes, et comme je vous ai dit que vous étiez en milieu oxydant, ces aldéhydes, vous allez les oxyder en acide carboxylique. Voilà, la slide n'est pas à connaître, c'est vraiment pour information. Troisième réaction ici d'oxydation, c'est la réaction d'ozonolyse avec O3. Alors je fais exprès de ne pas passer en plein écran, parce que de toute façon on va réutiliser le tableau. Qu'est-ce qui va se passer avec le milieu oxydant O3 ? Si vous regardez, vous avez 2 conditions opératoires différentes, c'est un milieu réducteur et un milieu oxydant. Dans les 2 cas, on a du O3, sauf que dans le cas du milieu réducteur, on va rajouter du zinc et de l'HCl, ZnHCl. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je prends le cas de l'ozone O3 tout seul, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir votre molécule ici, alors même chose, je vais l'exagérer en termes de liaison, vous avez votre alcène ici, d'accord ? Vous allez le couper en 2, c'est une oxydation, c'est une coupure plus une oxydation, voilà. Vous faites vos 2 oxygènes, et comme tout à l'heure, si on avait un H ici, vous allez l'oxyder. Ça, en fait, on peut obtenir ces molécules-là à partir de KMNO4HO ou de O3 tout seul. C'est exactement la même chose. La différence, c'est que si cette fois, au lieu d'utiliser du O3 tout seul, vous rajoutez ce qu'on appelle un réducteur, du zinc et de l'acide chlorhydrique, même chose, hein, vous reprenez votre alcène, vous faites ça, vous aviez un H ici, on le coupe, vous oxydez les positions ici, par contre vous arrêtez ici. Si vous aviez des H ici portés sur les carbones, vous allez toujours avoir des H. Vous voyez la différence, c'est que en milieu oxydant, on va oxyder ce carbone-là ici. En milieu réducteur, on ne va pas oxyder par contre les oxygènes qui sont sur les côtés. C'est la grande différence entre ces 2 réactions. Et vous voyez, ça nous permet encore d'avoir un outil en plus de nous dire que si par exemple on n'avait que le KMNO4, on n'aurait pas d'autre choix que de couper et d'oxyder cette position-là. Alors que là, on a le choix. On peut se dire que si je veux couper et ne pas oxyder les hydrogènes, je vais utiliser l'ozone en présence de zinc et d'HCl. Donc ça, c'est la dernière, possibilité sur la réactivité des alcènes. Alors, le mécanisme de cette réaction, il est à connaître partiellement. En fait, ce que vous avez à apprendre, c'est la partie noire. D'ailleurs, ces flèches-là, les 2 petites flèches-là devraient être en bleu. Voilà. Comment ça fonctionne ? Vous avez ici votre alcène et votre ozone ici, on commence à en rencontrer beaucoup, il va se mettre à ponter, à faire un pont au-dessus de vos carbones. Ensuite, il se passe des choses en bleu, voilà, que je n'expliciterai pas aujourd'hui, c'est le mécanisme complet en bleu, mais vous pouvez en fait vous me dire, sans écrire ces 2 flèches-là, hein, parce qu'elles sont en rapport direct avec ce qu'il y a en bleu, vous enlevez les 2 petites flèches, sans justification aucune, vous me dites que cette espèce ici, avec les 3 oxygènes pontés, elle se réarrange pour donner cette espèce-là où vous voyez, en fait, on introduit les 3 oxygènes. Là, on a un cycle avec les 3 oxygènes de suite, et bien là, on introduit nos 3 oxygènes dans le cycle. Ça, c'est ce qu'on appelle un ozonide. Donc, même chose, vous me nommez cette espèce un ozonide, et c'est hautement instable. Et de cette espèce-là, vous formez vos produits finaux. Alors il y a du H2O2 qui se dégage, hein, très honnêtement je pense que je l'oublierai en correction parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la coupure de votre alcène. Donc voilà, si je vous demande de m'expliquer le mécanisme réactionnel, expliquez-moi ce qui est en noir ici. Les étapes à droite, ici on les oublie. Vous prenez le petit raccourci à arrangement et vous m'expliquez ça directement. Ça fait combien de temps ? Ça va faire 1h20. On va s'arrêter ici, même s'il reste 2 petites slides, mais j'aimerais avoir le temps de vous expliquer les réactions de Diels-Alder. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'on a vu principalement les réactions d'addition, réactions d'hydrogénation, d'hydratation, d'hydroboration, réaction avec les diacides, et puis c'est principalement ça. Les dihalogènes, des choses comme ça. Réaction d'oxydation, on en a vu plusieurs. Les péracides, RCOOH, qui vous permet de passer d'un alcène à un époxyde. KMNO4, douce oxydante, soit on fait un diol, soit on coupe en oxydant ici. Et ozonolyse, on coupe sans oxyder ou on coupe en oxydant. Voilà pour ce cours, on attaquera la fin de ce chapitre la prochaine fois sur les réactions de Diels-Alder et on passera, vous verrez, au chapitre des alcynes
qui reprendra la totalité de la réactivité des alcènes, mais dans le cas des alcynes, vous verrez, il y aura des petites nuances. Voilà, bon courage à vous.